cette année 1679 voit surgir une des plus sombres affaires criminelles de tous les temps, c'est l'affaire des poisons. Une affaire aux multiples ramifications qui met au grand jour une société qui s'adonne allègrement à la magie blanche pour forcer le destin, utilise des talismans, miroirs magiques, figurines transpercées d'aiguilles, récite des formules obscures pour conjurer le mauvais œil et pour certains, ce qui est plus grave, pratique messe noire, sacrifices humains et utilise poisons et mixtures diverses pour se débarrasser soit d'un mari ou d'un amant gênant, d'une ou d'un rival ou encore de parents pour hériter plus rapidement de leurs biens. Alors, l'affaire des poisons, c'est une affaire qui touche toutes les strates de la société et remonte jusqu'au roi. La sorcellerie était, surtout l'empoisonnement, était associé à la sorcellerie, c'est-à-dire à l'hérésie. C'est une atteinte directe, si vous voulez, à Dieu. Ce n'est pas un crime comme un autre. On est dans un monde où l'on côtoie le mystère sous tous ses aspects, aussi bien les plus nobles que les plus sordides, les plus rassurants que les plus inquiétants. Il y a eu un certain nombre de rumeurs après la mort de la marquise de Brinvilliers, selon laquelle elle aurait eu énormément de complices. Plus encore, elle aurait fait partie de tout un réseau. On raconte qu'elle se livrait à beaucoup d'orgies et qu'elle avait quantité d'amants, dont le bourreau. Le bourreau officiel était l'amant de la voisin. C'était une personne à la fois très pieuse et qui se livrait aux exactions sataniques. Je crois qu'elle a été victime dans son enfance de sévices sexuels. Ça pourrait expliquer probablement pourquoi elle s'en est pris à son père et l'ensemble de son attitude. Elle disait 3 rosaires par jour, vous vous rendez compte, elle assistait à 2 messes, elle était d'une piété sans limite. Le matin et l'après-midi, c'était une autre femme qui l'emportait en elle, puisqu'elle se livrait, elle était faiseuse d'anges, vous savez, c'est-à-dire qu'elle se livrait à des avortements. Elle participait à l'enlèvement d'enfants, dit-on, et elle concoctait de merveilleux poisons. Il y avait chez elle un aspect aussi, un intérêt peut-être pour les choses les plus occultes. Elle était chiromancienne en même temps, elle était connue partout dans Paris, si vous voulez. Et il y a eu des rumeurs bien avant son arrestation. Certains ont dit qu'elle était à la tête d'un réseau d'une centaine d'empoisonneurs, ce qui est quand même considérable, surtout par rapport à la population de l'époque, qui est moindre qu'aujourd'hui. Il y a également, bien sûr, Madame de Montespan, qui va être mise en cause, et qui est quand même la maîtresse du roi, mais un peu en désamour. Alors, pour retrouver le cœur du roi, elle se serait tournée vers la voisine, d'abord par des choses plus ou moins inoffensives. Par exemple, un filtre d'amour qu'elle aurait donné au roi. Pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle, avec le vin qu'on m'y servait, de la poudre de crapaud, des rognures d'ongles et de la semence de curé, qui de surcroît m'occasionnait des maux de tête affreux. Et ensuite, elle est allée plus loin. Elle s'est livrée à des pratiques dont nous avons parlé, qui effectivement montrent aussi le vrai visage de la voisin et de ses empoisonneuses, des pratiques proprement diaboliques et sataniques, en particulier des messes noires. Alors, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagéré. Je vais m'en tenir à une opinion moyenne à ce sujet. Je pense qu'elle n'a pas multiplié les pratiques démoniaques, certainement pas, contrairement à la voisin, qui, elle, se livrait souvent aux messes noires, mais en particulier avec l'abbé Guibourg. Je vous recommande toujours ce film, à l'affaire des poisons, il faut que nos auditeurs le voient, avec un Paul Meurice très inquiétant. Donc Guibourg, qui croyait vraiment ce qu'il faisait. C'est aussi un point important. Il croyait vraiment, nous on considère que tout ça c'est une farce, mais à l'époque, on y croyait beaucoup. Les messes noires, ce sont des messes à l'envers, c'est cela ? Comme vous dites, c'est des messes adressées au diable, effectivement, et le principe, c'est que le diable, c'est quand même l'envers de Dieu, d'une certaine façon. Le diable, c'est peut-être l'autre visage de Dieu. Donc, à défaut de se tourner vers le Dieu bon, on se tourne vers le Dieu implacable et cruel, mais parfois plus efficace que le Dieu bon. Alors, les messes noires étaient généralement c'est ce qu'on appelait un triduum, comme d'ailleurs les messes blanches, les messes catholiques. La messe noire était généralement récitée 3 fois, donc 3 fois
de suite. On raconte, alors là j'ai sous les yeux une description évidemment, ça peut être très intéressant pour nos auditeurs. Madame de Montespan arrive donc, elle se dévêtit et se coucha nue sur les dalles froides et humides d'un château, les bras en croix, un cierge dans chaque main, et l'abbé Guibourg déclama la messe sur son corps, un calice sur son ventre. Puis, et c'est ça qui est particulièrement atroce, Guibourg a soulevé un nourrisson qu'il a immolé, il lui a tranché la gorge et a récolté le sang du nourrisson dans le calice. Entre parenthèses, ça arrangeait beaucoup de gens qui avaient trop d'enfants. Quand il y avait un enfant dont on ne savait pas quoi faire, vous savez, très souvent les parents vendaient ce nourrisson. Alors ils se doutaient bien que c'était pour quelque chose de pas très propre, et ils le vendaient et l'enfant était sacrifié. Et Guibourg, alors la voisin, était aussi associé à ce trafic d'enfants. Et Guibourg et la voisin ont récité alors ces paroles. Astaroth, Asmodée, prince d'amour, je vous conjure d'accepter le sacrifice de cet enfant. En échange, je voudrais conserver l'affection du roi, la faveur des princes et des princesses de la cour. Il y a eu un deuxième office, et un troisième. Alors, allez savoir si ça s'est exactement passé tel que, mais ce qui est certain, c'est que Madame de Montespan a également eu recours à une dagide. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une dagide, c'est une poupée, en fait, dans laquelle on plante des aiguilles et on torture cette poupée pour faire souffrir, évidemment, la rivale. Ça n'a, semble-t-il, pas beaucoup servi. Donc en fait, les messes noires, les sacrifices étaient faits donc au nom de Satan pour avoir pour avoir tel ou tel avantage. Exactement. Et c'est pour obtenir tel ou tel avantage. Mais vous savez, les personnages à l'époque, ils croyaient. Ce n'était pas une comédie pour eux. Nous, on le raconte de façon un peu désinvolte, presque en s'en amusant, en prenant au deuxième degré. Mais à l'époque, c'était pris très au tragique. Mais est-ce qu'on a retrouvé des fœtus? Est-ce qu'on a retrouvé des squelettes? Est-ce qu'on a retrouvé oui. On les a retrouvés? Oui, absolument. On a retrouvé on a retrouvé d'ailleurs, quand on a arrêté la voisin, on a trouvé de toute façon chez elle aussi des restes de corps de fœtus brûlés dans sa cheminée. Donc, non, ça c'est incontestable. Je veux dire, qu'il y ait eu des messes noires. Savoir jusqu'où Madame de Montespan a été aussi directement incriminée que je l'ai dit, ça reste hypothétique. Bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, de toute façon, que les auditeurs soient rassurés, il y a eu des choses abominables qui ont été commises, des messes noires et des empoisonnements. Mais, vous savez, d'abord, sous la torture, on avoue parfois n'importe quoi, et surtout, les empoisonneuses ont parfois accusé des personnes innocentes pour détourner les soupçons. On ne sait pas exactement le nombre, il y a 73 personnes, je crois, qui ont été exécutées, mais on ne sait pas exactement le nombre de personnes réellement impliquées. Beaucoup pensent que dans les milieux de la cour, il pouvait y avoir à peu près 200 à 250 coupables. Bon, la chambre ardente aurait auditionné plus de 400 ou 500 accusés, ce qui veut dire quand même, c'est limité, vous voyez, limité mais important. Certaines femmes ont ensuite été enfermées dans des forteresses, probablement lorsqu'il y avait doute ou lorsqu'on ne voulait pas effectivement discréditer la noblesse par une arrestation qui aurait été jetée, sinon l'opprobre, sur toute cette haute société. Parce qu'évidemment, on peut imaginer que le peuple était au courant, tout simplement parce que le peuple, lui aussi, fréquentait les empoisonneuses et avait recours au poison. C'est une société qui est tout entière traversée par des pratiques déniées, oubliées, refoulées. On peut parler d'un grand retour du refoulé, d'une certaine façon. Alors, il y avait la mixture la plus utilisée quand même, à l'époque, c'est l'arsenic, qu'on appelait le roi des poisons. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas vraiment de goût suspect et qu'il n'altérait pas les aliments ou les boissons dans lesquels on le mélangeait. Alors, pour que l'arsenic soit plus efficace, souvent on le faisait consommer par un crapaud. Lorsque le crapaud était mort, on broyait l'ensemble, donc on obtenait une espèce de mixture qui était alors mélangée à des aliments, ou alors on desséchait le tout
et on en faisait de la poudre. Vous avez des combinaisons arsénieuses, c'est-à-dire à l'arsenic, qui pouvaient également être administrées par voie externe. Par exemple, on imprégnait des chemises, des vêtements, des peignes, des chaussons. On mettait également des poisons dans des bougies. Donc quand on respirait, il fallait respirer évidemment de façon prolongée. La poudre de cantharide on s'en servait aussi dans un but aphrodisiaque. Ça permettait quelquefois de stimuler une ardeur oubliée. Mais ça pouvait aussi stimuler tellement l'ardeur que la personne finissait par mourir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui avaient aussi beaucoup étudié et que se mêlait probablement le délire de l'imaginaire avec une véritable pharmacologie très au point. On ne peut pas négliger, je pense qu'une personne comme Lavoisin était en réalité une femme extrêmement intelligente.